Bienvenue sur Outre-mer 5 et c'est le grand oral. Le grand oral aujourd'hui d'Eugénie Dieki. On l'appelle la Oprah Winfrey africaine et dans quelques semaines, elle va peut-être lancer un instrument qui va faire bouger le continent africain parce que sa vie, c'est l'audiovisuel. Mais elle ne fait pas que cela. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, c'était le 8 mars dernier, elle a lancé un feuilleton en 52 épisodes, Les jumelles de Dakolo. Prêtez l'oreille parce que ces deux conceptions du pouvoir, de l'argent, de la démocratie, de l'amour. Vous le savez, longtemps dans l'ombre, les épouses ou les compagnes des présidents exercent une influence de plus en plus grande. Gouverner sans elle, est-ce une mission impossible et malgré elle? Eh bien, le feuilleton Les jumelles qui a été lancé cette semaine donne peut-être une réponse. Bonjour Eugénie Dieki. Bonjour Jean-Jacques Seymour. Et merci d'être avec nous Merci de m'avoir invité. Dans ce grand oral sur un sujet qui nous interpelle tous. Bien sûr. Surtout cet argent que dépensent ces épouses des présidents. Mais on va en parler dans quelques minutes. D'abord, votre révolution, votre seconde révolution, celle que vous voulez pour entraîner l'Afrique dans autre chose sur le plan audiovisuel. Le projet avance ? Il avance bel et bien. Donc, il s'agit donc d'une chaîne de télévision qui va être accessible au plus grand nombre par le second écran. Le second écran, donc, c'est les tablettes, les iPhones, le téléphone, parce que on s'est rendu compte que même si l'Afrique avance pas au rythme que l'on voudrait, elle a quand même accès, des millions d'Africains ont accès à l'information grâce à Internet, grâce au téléphone portable, grâce à l'iPad. Donc c'est vraiment une vraie révolution. La culture est accessible au plus grand nombre et c'est très bien. C'est très bien. Vous êtes une célèbre animatrice qui vous êtes fait connue par les ondes d'Africa numéro 1. 30 millions d'auditeurs pour la première radio africaine internationale, Africa numéro 1. Oui, j'y ai fait mes classes pendant 25 ans et c'est une belle aventure. Oui. C'est une très belle aventure. Et aujourd'hui, vous passez un cap avec cette chaîne de télévision panafricaine, donc qui va être diffusée sur Internet. Mais j'imagine qu'après, vous allez sur satellite, tout à fait. Je suis en négociation avec des chaînes de télévision qui voudraient donc me suivre. Bon, je ne vais pas entrer dans le secret des dieux, là, vous révéler tout, mais oui. C'est en bonne voie et je pense que ce média va vraiment réconcilier l'Afrique avec le reste du monde. C'est vraiment mon ambition. Et pour vous, c'est une nécessité. Ça veut dire que les journalistes africains ont une responsabilité dans le bouleversement, dans le changement qui est attendu par les populations? Les Africains connaissent mieux leur continent que quiconque. Moi, je veux bien que les confrères occidentaux parlent de l'Afrique, mais qui connaît mieux l'Afrique que les Africains? Donc, je pense que nous avons notre rôle, nous avons notre place, nous avons notre dialectique, nos mots à nous, notre façon de concevoir le monde. Et l'Afrique a un beau message à envoyer à la planète. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que il y a encore 20 ans, les Africains regardaient du côté de l'Occident, à travers les chaînes de télévision. Aujourd'hui, les Africains, de par le monde, les Africains de la diaspora, eh bien, ils regardent du côté de l'Afrique. Ils veulent des produits qui sont fabriqués par les Africains. Ils veulent des émissions qui parlent de l'Afrique, de ses prouesses, de ces hommes et de ces femmes qui se lèvent tous les matins et qui font avancer le continent. Et ça, on n'en parle jamais. Il est important de ne plus regarder l'Occident avec les yeux de chimène. Non, c'est terminé ça, c'est terminé. On a compris la leçon. Nous sommes magnifiques. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. J'aime bien l'expression. Nous sommes magnifiques, nous sommes ingénieux, nous avons du génie, du talent. Et moi, ce qui m'a donné envie de créer ce média, c'est de se dire que ce 21e siècle, il y a beaucoup de problèmes, des problèmes environnementaux, de gouvernance, d'économie. Et l'Afrique, justement, qui a été longtemps mise sous le boisseau, on a dit, elle vaut rien, c'est un continent pauvre. Justement, maintenant, elle peut sortir parce qu'elle a beaucoup appris, justement, du fait qu'on l'ait écartée.
Vous voyez, c'est comme un élève albinos, un enfant albinos, dont tout le monde se moque. Lui, pendant qu'on se moque de lui, ben, qu'est-ce qu'il lui fait? Il apprend ses leçons. Il devient plus fort. Il grandit. Voilà, et c'est ça en fait l'Afrique. L'Afrique a grandi et je pense que maintenant il faut montrer cet autre visage de l'Afrique qui se bat, qui a grandi et qui est magnifique. C'est mon message. Vous voulez mettre en avant le génie, on va le dire, des Africains. Tout à fait, en passant par le système intergénérationnel. Parce que je pense qu'il faut aussi casser les codes, je pense qu'il faut aussi casser les traditions qui nous ramènent en arrière. Je pense qu'avant on disait, on mettait beaucoup en avant le droit d'aînesse, mais les jeunes d'aujourd'hui ont aussi des messages à faire passer aux anciens. Et c'est ça, ce sera l'un des points forts du média que je veux lancer. C'est vraiment un média intergénérationnel. Jean-Jacques Semou, vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup de choses à dire. Mais je suis sûr que votre fils aussi a des choses à vous apprendre sur vous et sur le monde. Donc il ne faut pas mettre les jeunes à l'écart. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'important là quand vous dites qu'il n'y a pas que le droit d'aînesse. Oui. Il y a aussi les jeunes, parce que moi je suis content des gens qui disent que la jeunesse c'est l'avenir, mais en quoi vous prouvez que les jeunes, vous comptez sur eux? Mais il faut leur faire confiance, nous avons été jeunes. Bon, je ne suis pas si vieille que ça, mais j'ai été jeune et j'avais envie de bousculer l'ordre établi. Et le monde ne peut pas se faire sans casser les barrières, casser les codes, casser les traditions qui ne nous font pas avancer. Donc il faut que l'Afrique s'inscrive dans cette dimension et mon média s'inscrit dans cette dimension-là. En tout cas, le média, vous commencez à l'alimenter quelque part, tout à fait, puisque vous avez lancé, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, les jumelles de Dakolo. Alors, j'ai cherché dans tous les livres ce nom Dakolo, et finalement, je me suis dit, ça sort de l'imagination de l'auteur. Tout à fait. Le Dakolo, c'est un nom que j'ai inventé pour désigner un pays africain. Ça pourrait être la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, le Congo, Haïti, pourquoi pas. Un pays pauvre et riche à la fois et convoité par les puissances occidentales. Donc voici le point de départ du film, le Dakolo. Et dans ce pays, il règne un homme fort, l'homme fort du Dakolo, qui s'appelle Emmanuel Koyo Messi. Mais en fait, c'est pas lui le plus important. C'est la femme de l'ombre, Tina. Donc c'est vraiment une femme, moi comme j'en connais sur le continent africain, décomplexée, qui revendique même les bêtises qu'elle fait. Elle assume le fait, par exemple, Tina, d'aller faire ses courses aux Champs-Élysées. Pourquoi elle ne le ferait pas? Et il dépensait 65 000 euros, par exemple, bien sûr, rien que pour s'acheter des chaussures. Tout à fait, parce qu'elle revendique le fait que comme toute épouse, son mari lui remet de l'argent et elle ne voit pas pourquoi il n'irait pas faire ses courses aux Champs-Élysées comme n'importe quelle femme, d'ailleurs. Oui. Voilà. Alors, justement, cette série, Les Jumelles, ça raconte la vie de sœurs jumelles. De sœurs jumelles. Alors, d'abord, je voudrais qu'on s'arrête à ce concept de gémellité. Tout à fait. Parce qu'on me dit qu'en Afrique, justement, ça fascine terriblement. C'est fascinant de mettre au monde deux personnes qui se ressemblent. C'est fascinant. Et puis, chez nous, quand une maman met au monde des jumeaux ou des jumelles, eh bien, elle a un nouveau statut. Elle est vue comme une prêtresse. Elle a tout d'un coup des pouvoirs magiques. Les enfants, les jumeaux peuvent apporter soit le bonheur, soit le malheur. Donc, il faut vraiment s'en occuper. Et il y a même des rites vaudous qui sont mis en place dès que les jumeaux arrivent. Donc, j'ai toujours été fascinée par ça parce que dans ma famille, il y a beaucoup de jumeaux. Mon père a des jumeaux, moi je suis mère de jumeaux, mes sœurs ont des jumelles. Donc je suis vraiment entourée par la gémellité et je me dis, c'est pas un hasard si dans ma famille on a la capacité de faire des enfants en 2 fois. Donc, et puis le point de départ aussi de la série, c'est, on en a parlé Jean-Jacques, c'est les jumelles Bobby et Kosia, les dernières compagnes du maréchal Mobutu, le président du Zaïre, l'ancien Zaïre, qui ont accepté de vivre avec un homme puissant et de taire leur jalousie. Non, mais ça, c'est un truc extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui. Donc, ça a été, et c'est une histoire qui est peu connue, ça. C'est une histoire qui est peu connue. Et pourtant, en fait, on ne voit que ce qui est spectaculaire. On se dit, waouh! Permettez-moi, être au lit avec 2 femmes qui se ressemblent, ça doit être jouissif pour un homme. Mais derrière tout ça, il y a des intrigues. Derrière tout ça, il y a des questionnements.
Est-ce que les jumelles se jouent du monde en disant, écoute, toi tu vas jouer mon rôle, toi tu joueras l'autre rôle? Parce qu'il y a une complicité chez les jumeaux et les jumelles. Hein. Oui. Ils ont conscience en fait qu'ils fascinent les gens et ils jouent de ça. Donc moi j'ai voulu faire une série justement qui commence par là, parce qu'en fait... Vous êtes allé au cœur de ces intrigues-là? Tout à fait, parce que pendant 25 ans, j'ai eu la chance de côtoyer des hommes de pouvoir, des femmes de pouvoir, et qui m'ont également révélé leur part d'ombre, leurs interrogations. Ce sont des gens comme vous et moi, enfin vous le savez Jean-Jacques, qui savent très bien à quel point ils sont manipulés. Est-ce que vous avez une anecdote justement à nous livrer? Ben, écoutez, par exemple sur Mobutu, par exemple, en plein sommet de l'OUA, je ne sais pas à quel moment, Mobutu était quelqu'un de qui aime beaucoup son image, comme les Congolais. Et pendant que c'était presque un sapeur. Oui, c'est un sapeur. Pendant que les chefs d'État sont réunis pour parler, pour réfléchir sur les questions de leurs concitoyens, lui, il se lève, il se met en face du miroir et dit « Hé, vous voyez comment je suis beau, hein ?» Et puis le président Bongo dit « Mais, toi aussi, tu aimes trop la beauté, tu aimes trop la sape, viens ici, viens travailler. » Ça, c'est un chef d'État. Donc ça, c'est des choses croustillantes que je peux raconter, que je raconte dans la série. Et puis, en ce qui concerne les jumelles, j'ai eu l'occasion de discuter avec Edith Lucie Bongo Ondimba. Elle est décédée. C'était la dernière épouse du président du Gabon, feu Omar Bongo Ondimba. Un jour, elle m'accorde une interview et puis je vais la rejoindre. Elle me fait monter dans sa voiture et elle me dit Madame Dieki, vous savez, vous avez beau voir une femme rayonnante avec de beaux bijoux, voilà, bien habillée, faites attention, ça c'est juste pour j'en mets plein la vie aux gens, mais ma vie n'est pas facile. Donc, quand elle dit sa vie n'est pas facile, ça veut dire qu'elle est une femme malheureuse? Edith Lucie Bongo, je ne peux pas m'avancer parce que... oui, mais vous avez un ressenti quand même. Tout à fait. Je voyais bien qu'elle était prise au piège de choses qu'elle ne maîtrisait pas. Elle ne voulait pas voir certaines choses. Alors il y a un mélange, il y a aussi les rumeurs, enfin, tout ce qu'il y a autour des premières dames, tout ce qu'il y a eu autour aussi de Omar Bongo Ondimba, les fétiches, la sorcellerie, la franc-maçonnerie. Moi, je pense que les premières dames sont un peu comme prises dans cette histoire, l'histoire de Barbe Bleue, vous voyez? Oui. Voilà, Barbe Bleue, il est riche, il a une belle maison, et puis il y a un endroit où les femmes ne doivent pas aller. Parce que là-bas, c'est là qu'il y a le cœur du pouvoir. Mais est-ce qu'elles ont le droit d'y aller? Est-ce qu'elles ont le droit de ne pas y aller? Alors justement, là vous posez un problème qui pour moi est central, c'est la place de ces femmes. Tout à fait. Dans au cœur du pouvoir. Oui. Et je me dis... Parce que c'est une question qui s'est posée, vous vous souvenez, quand Valérie Trierweiler a quitté François Hollande. Tout à fait. Alors on lui dit... quel statut vous avez? Quel statut vous êtes qui? Vous êtes qui? Elle me dit, mais elle reste à ta place. Elle dit, mais c'est quoi ma place? Oui. Surtout qu'en plus, elle n'était pas l'épouse, elle n'a pas été l'épouse de... Alors, elle, on l'a virée comme Manu Militari, on va dire. Mais une première dame, Jackie Kennedy, du jour au lendemain, lorsque son mari est assassiné, elle n'a plus rien. Donc, ce sont des femmes qui sont vulnérables. Allez, vulnérables d'autant plus que, pour moi, elles sont victimes d'une malédiction qui atteint toutes les femmes de la planète. Moi, j'appelle la malédiction d'Ève. C'est que quoi que les femmes fassent, même si, et je suis bien placé pour le dire, même quand elles sont compétentes, parfois plus intelligentes que les hommes, on va toujours dire, bon, c'est une femme. Parce que, semble-t-il, nous sommes mus par l'émotivité, nous sommes acariâtres, on n'est pas capable de gérer le pouvoir, on est des manipulatrices. Je tiens à dire aux personnes qui nous regardent que quand Ellen Johnson Sirleaf, qui n'est pas première dame, mais chef d'État, arrive en France, quand elle voit les autorités françaises, elle leur dit, je veux des tables bancs, je veux des chaises, je veux des cahiers pour les Libériens. Quand un chef d'État africain arrive au pouvoir, quand il vient en France, il dit, je veux des armes. Ça fait toute la différence. Donc cette série, c'est pour dire aux femmes, soyez vous-même, soyez fortes, osez enfin être qui vous êtes. Ne vous hominisez pas, ça ne sert à rien. Le pouvoir pour le pouvoir,
telle que nous l'ont appris les hommes, ce n'est pas la voie justement pour mener nos concitoyens vers un véritable bonheur, une vraie démocratie, un vrai pouvoir économique. Et vous avez choisi donc ce feuilleton à épisode pour faire passer tous ces messages. Passer tous ces messages, à la fois aux populations, mais aussi à ceux qui nous dirigent et à leurs femmes. Parce que ce sont les premières ambassadrices de leur pays. Première dame, c'est pas que pour inaugurer les chrysanthèmes. Première dame, c'est pour incarner, c'est pour donner envie. Michelle Obama, elle donne envie aux Américains. Elle donne envie aux Africains que nous sommes, aux Noirs que nous sommes. Parce qu'elle a vraiment donné une autre touche à la fonction de première dame. Voilà. Elle ne fait pas qu'inaugurer les chrysanthèmes. Elle se mouille. Je pense qu'elle a même beaucoup plus d'impact que son mari. Enfin, en tout cas, elle a vraiment joué un rôle. Généralement, tous ces présidents permettent aux femmes de créer des fondations. Oui, mais elles ne peuvent pas que créer des fondations. Parce que, en Afrique en plus, quand un président est chassé par coup d'État ou qu'il passe le pouvoir, les fondations n'existent plus. Oui. Que deviennent les personnes pour qui les fondations sont mises en place? Donc c'est dramatique. C'est dramatique. Donc je dis, il y aura de plus en plus de femmes qui vont accéder à des postes de responsabilité. Si elles ne sont pas fortes d'abord pour elles-mêmes, si elles ne sont pas conscientes des enjeux du pouvoir, si elles ne savent pas négocier parfois avec le diable, si elles se disent « Oh non, je suis une femme... » Là, vous allez fort, là, hein, savoir négocier avec le diable. Parce que quand on est dans le pouvoir, oui. c'est un marécage où il y a des crocodiles. Hein, donc il faut être aguerri. Hein, il faut être aguerri, il faut être forte. Moi, pendant 25 ans, Africa numéro 1, j'ai été animatrice, journaliste, directrice des programmes. Il y avait des hommes autour de moi. Comment on fait pour gérer des hommes qui ne voient en vous que la belle plastique? Il faut leur faire comprendre que oui, oui, ok, j'assume, je suis une belle plastique, mais je ne suis pas que ça. Donc il faut casser une image de soi. Mais il faut savoir faire avec les hommes. Donc, on dit qu'il ne fait pas bon être femme de pouvoir. Vous êtes d'accord avec ça? Je dirais oui et non. Moi, pour avoir goûté aux deux formes de pouvoir, parce que ayant côtoyé des collègues, des directeurs de programme, enfin des collègues, je sais ce que c'est que justement de frémir quand on contrôle les gens. Parce que en fait, le pouvoir masculin, c'est je contrôle les gens. Je contrôle, je peux te casser. Les femmes y mettent leur touche de féminité, elles y mettent de la couleur. Elles peuvent faire changer les choses. Il suffit simplement qu'elles regardent un homme droit dans les yeux. Moi, j'ai souvent fait cet effet-là aux hommes. Je regarde un homme droit dans les yeux, un homme de pouvoir, il baisse la tête. Parce que je suis authentique, parce que je ne veux pas faire semblant, parce que je regarde, je dis, mais on peut avancer ensemble sans que tu me fasses des coups bas. Je ne cherche pas ta place. Vous êtes en train de me dire je cherche juste à avancer. Oui, mais vous êtes en train de me dire qu'une femme de pouvoir, une femme proche d'un homme de pouvoir est capable de l'influencer finalement. Bien sûr. Elle peut l'influencer négativement, elle peut surtout l'influencer positivement. Oui. Tout à fait. Et je pense que les femmes devraient vraiment prendre conscience de ça. Et quand elles arrivent au pouvoir avec leur mari, qu'elles ne ferment pas les yeux sur ce qui se passe. Moi, je me dis... Quand on aime un homme, c'est un dilemme ça, c'est terrible. Quand on aime un homme, il est puissant et qu'il a les mains tachées de sang, est-ce qu'on dort tranquille? Qu'est-ce qu'il advient de ses enfants? Une autre anecdote, quand Mobutu décède, quelque temps après son décès, il y a un de ses fils qui m'appelle, maman Eugénie, parce qu'on appelle maman Eugénie. Il est en larmes, il me dit il va se suicider. Maman Eugénie, je vais me suicider, je n'en peux plus. Je dis qu'est-ce qui se passe? C'est le nom Mobutu qui est un malheur pour moi. Il ne peut pas travailler parce qu'il s'appelle Mobutu. Parce qu'en fait, il arrive quelque part. Ah, c'est le fils à Mobutu, donc on lui colle une étiquette. Il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire. Il est blacklisté. C'est une mort sociale. Je dis, écoute, tu n'es pas responsable des crimes commis par ton père. Si tu veux, tu changes de nom, mais continue ta vie. Il a changé de nom, il est parti vivre ailleurs. Mais c'est lourd de porter... C'est lourd d'être le fils de son père. Et comment les femmes gèrent ça? Comment les femmes gèrent ça? Comment les premières dames gèrent ça? Le fait de se dire, voilà, j'ai fait des enfants avec un homme de pouvoir, et pendant 2, 3, 4, 5, 10 générations, mes enfants
ne pourront pas vivre comme des personnes normales parce que leur père aura fait telle chose. Donc on a forcément une responsabilité. Arrêtons d'être des marionnettes, être de belles poupées. On est là, jolies, belle chevelure, on fait des courses à Paris et puis on se contente d'être là, regarder les choses se passer. Non, on peut plus être des spectatrices. Vous parliez tout à l'heure, j'ai dit, de la vulnérabilité de ces femmes. Mais est-ce que ce n'est pas cette vulnérabilité qui explique aussi ces choses qu'elles font, par exemple, aller faire du shopping aux Champs-Élysées, dépenser des sommes folles en 2-3 heures. Mais bien sûr, mais prenez même la femme lambda, quand ça va pas chez une femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire des courses. Oui. C'est une société en fait, et je ne dis pas que c'est la faute des hommes seulement, c'est notre responsabilité collective. Hein. C'est une société qui a fait croire aux femmes, qui les fait entrer dans un moule. Ben, il faut être mince, il ne faut pas manger beaucoup, ne s'occuper que de son apparence. Ben, les femmes, premières dames, sont aussi victimes de ça. Et on ne peut pas en sortir. Donc c'est à elles de se dire, il faut que je me réveille là. Je ne suis pas qu'une belle poupée. Et c'est à elles de transmettre le message à leurs concitoyennes. Beaucoup de messages dans ce feuilleton. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pendant tous ces tournages, vous a marqué? Ce qui m'a marqué, c'est le fait de... En fait, je joue l'un des rôles, Tina, et ma petite sœur joue le rôle de Nina. C'est le fait d'entrer vraiment dans la peau du personnage, de se dire, mais tiens, waouh, mais elles sont prises au piège. Vous êtes entré facilement? Oui, parce que c'est une autre de mes facettes. Je suis quelque part artiste, comédienne. Et d'entrer dans la peau de Tina m'a fait prendre conscience à quel point elles sont vraiment dans une espèce de misère, dans une pauvreté, tout à fait, une solitude. On ne peut pas les comprendre. Tu es là, quand il est défilé, tu te mets là, tu restes digne, droite, mais à l'intérieur, mais elle souffre. Elle se pose des questions. Elle voit des choses se passer, des coups d'État, enfin, voilà, elle voit des hommes. Non, donc il faut qu'elles ouvrent les yeux. Il ne faut plus qu'elles soient manipulées, en fait, c'est ça. Il faut plus qu'elles soient manipulées. Et si j'ai voulu aussi que Tina ait une jumelle, c'est parce que Nina est un peu le contre-pouvoir de Tina. Elle peut dire à sa sœur, parce que Tina, c'est la première dame. Elle a aussi du pouvoir. Mais Nina, sa sœur jumelle, qui connaît ses failles et ses faiblesses, peut lui dire, écoute, attends, tu es moi, je suis toi. Donc je peux te dire à toi, les yeux dans les yeux, que ce que tu fais, c'est pas bien. Donc elle ne manque pas de dire à sa sœur chaque fois, fais attention à ce que tu fais. Parce que tu pourrais, du jour au lendemain, ne plus être présidente. Et qu'est-ce que tu seras ? Qu'est-ce que tu deviendras ? Et souvent, ça finit mal. Ça finit très mal. Justement, bon, ce feuilleton est tout récent, on n'a pas peut-être suffisamment de recul, déjà des réactions aux premières images qui sont sorties ? De très bonnes réactions, très bonnes réactions. Alors je me félicite parce que j'ai la télévision du Gabon, Télé Africa, qui accepte de prendre les 52 épisodes. Donc il y a des télévisions qui veulent prendre aussi la série. Donc vraiment, non, parce que le concept est assez nouveau. On n'a jamais vu l'envers du décor des premières dames, en tout cas en Afrique. Donc moi j'offre l'occasion de découvrir cet envers du décor à travers le portrait de personnes, d'une Tina qui est assez exubérant, qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de limite. Je pense même qu'en regardant la série... En fait, vous racontez l'histoire vraie, là. Oui, tout à fait. En regardant la série, les premières dames se diraient, enfin, il y a une femme, Tina, qui ose dire tout haut ce que nous pensons tout bas. Parce qu'on a beau être première dame, elles n'ont pas le droit de parler, n'est-ce pas ? Elles n'ont pas le droit de parler. Mais je suis sûr qu'elles auraient envie de dire des choses. C'est sois belle et tais-toi. Sois belle et tais-toi. Encore une fois, même première dame, on est renvoyé à la malédiction d'Ève. Sois belle et tais-toi. Les téléspectateurs africains ont déjà commencé donc à découvrir cette série. Tout à fait. Ils vont la voir plus largement. Ils vont la voir plus largement sur les écrans africains, sur les télévisions africaines. Mais on peut déjà la regarder sur la chaîne YouTube, Les Jumelles du Dakolo. Donc vous tapez sur YouTube, Les Jumelles du Dakolo. Et puis il y a un site dédié justement à cette série où les gens pourront découvrir au fur et à mesure les feuilletons. Donc le feuilleton sort tous les mardis. Sur la chaîne YouTube, et puis les télévisions le sortent comme elles veulent et c'est diffusé
à maintes reprises, à En plusieurs tout fois. cas, les téléspectateurs d'Outre-mer 5 pourront aussi découvrir cette série parce que ça se passe un peu de la même manière Ah ben, chez nous, hein. tout à fait. On va dire que cette histoire est universelle, on peut Tout le à dire. fait. Tout à fait, c'est une histoire universelle. C'est en fait, je pense, c'est Adam et Ève dans le jardin d'Éden qui se... Voilà, c'est cette même histoire que j'ai réécrite d'une autre façon, tout simplement. Voilà, Quelle est la place de l'homme et quelle est la place de la femme? voilà. Une saga qui est écrite par Béatrice Rabe Rabé. et vous-même, à fait. Rabé, on dit, Oui. et c'est une production Matière Grise. Une production EMD Prod. EMD. Voilà, parce que j'ai changé de production. de EMD Prod. Ouais. Je veux en profiter pour remercier donc, toutes les personnes qui m'accompagnent dans ce projet. Remercier Lionel Kenjo. Remercier toute l'équipe. Je ne pourrais pas tous les citer. Voilà, tout le monde. J'en perds même mon latin, mais c'est parce que je suis ému, c'est parce qu'il y a des gens qui croient en moi et je pense que cette série va vraiment révolutionner les mentalités en Afrique et je l'espère partout. Partout sur la planète. Eugénie Djeki, merci d'avoir été dans le Grand Oral d'Outre-mer 5. Ça a été un honneur d'être reçu par vous, Jean-Jacques Seymour. À bientôt.